Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous allez bien. Un plaisir de vous retrouver pour analyser et surtout pronostiquer l'UFC 295, Iri Prochazka versus Alex Pereira. Comme main event, Sergey Pavlovich versus Thomas Spinal, tout ça pour deux ceintures, la ceinture light heavyweight et la ceinture par intérim heavyweight. Juste avant ça les amis, si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. On va juste, avant d'analyser, de pronostiquer tout ça, on va récap en rapide l'UFC Fight Night 231 qui se passait samedi soir au Brésil. C'est parti. On retrouvait du coup normalement 6 combats sur cette carte principale de l'UFC Fight Night 231. Alors on a eu 2 annulations. On a eu Ismaël Bonfim qui a raté le poids et son adversaire a carrément refusé le combat du coup. Vince Pichel il a refusé le combat et il a dit sur les réseaux pour donner une leçon aux Brésiliens. Donc on a perdu le combat d'Ismaël Bonfim et on a perdu également le combat qui est affiché à la carte en bas à droite, vous voyez où c'est écrit Cancelled, et celui-ci je sais pas pourquoi il a été annulé. Ils ont rajouté du coup un 5e combat, c'était Elves Brenner contre Kenyan Kruszewski et il a mis Elves Brenner a mis KO Kruszewski au premier round. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas passé Rinat Fakhretdinov contre Zaleski dos Santos à la carte principale. C'est un combat où il y a eu match nul et il était vraiment intéressant sur la carte préliminaire et ça aurait été vraiment top qu'il soit sur la carte principale, ne serait-ce que pour les deux combattants et ils ont fait un match nul les deux à la fin et ils avaient l'air vraiment enjoy comme s'ils étaient devenus champions. C'était assez cool à voir. Enfin bref, du coup on n'a que 4 combats pronostiqués sur ma vidéo de pronostic sur les 6, donc on va commencer par le premier. On retrouvait en combat middleweight Caio Borralho contre le russe Abu Magomedov. Alors je vous avais conseillé Abu Magomedov pour sa cote. Si vous avez bien suivi la vidéo et écoutez ce que je dis, j'avais précisé de surtout ne pas le mettre dans un combiné, que c'était un risqué assumé et que je vous conseille de tenter Abu juste pour la cote. Le premier round était assez serré quand même, il était même peut-être pour Abu Magomedov qui a mis le pressing, qui a eu le contrôle de l'octogone. Et il a moins éclaté son cardio que contre Sean Strickland, mais dans le deuxième round, le Brésilien a commencé à être plus précis sur les échanges au point, aux frappes, il a touché quelques fois Abu Magomedov. Et dans le troisième round, Abu Magomedov était encore cramé, il a vraiment un problème de cardio. Je sais pas si c'est ses cuttings ou je sais pas ce qui se passe, mais il n'était pas extrêmement actif non plus et manquait de cardio au deuxième round comme ça, c'était pas normal. Et au troisième round, il s'est retrouvé encore une nouvelle fois, un peu comme contre Sean Strickland, dos contre la cage à s'asseoir par terre et j'ai pensé que l'arbitre allait arrêter. Il a tenu le combat jusqu'à la décision, mais il a perdu. La victoire était pour Caio Borralho et c'était normal, hein, il a dominé le combat. Donc je me suis trompé sur celui-ci, première erreur pour les pronos. Je l'avais bien précisé que c'était un risqué assumé, mais c'était pas le bon sur la carte. Celui-ci était quand même très risqué. Et au moins il n'était pas dans le combiné, heureusement. On enchaîne sur le deuxième combat. On retrouvait un combat catégorie poids lourd. On retrouvait le Brésilien Rodrigo Nascimento contre l'Américain Dontel Mace. Je vous avais conseillé le Brésilien. Je pensais que ça allait être assez rapide ce combat. Je voyais bien un finish au premier round et au final on a eu une décision en 3 rounds. C'était assez surprenant, mais le Brésilien l'a emporté. On passe donc à 1 sur 2 pour les pronos. Le troisième combat, on retrouvait un combat dans la catégorie welterweight. L'invaincu à 15-0, Gabriel Bonfim contre Nicolas Dalby. Je vous avais conseillé le Brésilien, même si Dalby, je l'avais bien précisé, était très solide, c'était très risqué comme prono, mais le Brésilien invaincu me semblait être moins risqué. Il était quand même sur 2 gros finishes en moins d'1 minute sur ses 2 derniers combats et le Danois était sur 3 victoires par décision, donc très solide aussi. Il s'est fait emmener au sol au premier round d'Albi et il s'est fait dominer tout le premier round. Il n'est pas passé loin d'une soumission d'ailleurs, mais très résistant. Très résistant, il a du cœur, le Brésilien n'est pas parvenu à le finir. Et deuxième round, dans les échanges debout, le Brésilien était moins à l'aise. Il se retrouvait dos contre la cage, serré un petit peu par la pression de son adversaire et il envoyait des crochets larges un peu façon Vanderlei Silva contre Chuck Liddell. J'ai l'impression qu'il n'était pas à l'aise debout, il a tenté un takedown ou deux, ça n'a pas fonctionné et au final il a commencé un petit peu à être acculé, il s'est fait toucher, il s'est retrouvé au sol, l'arbitre a mis fin à son calvaire, il se prenait un grand handpan, un coup de poing marteau, c'était compliqué, donc erreur pour celui-ci, je me suis trompé aussi dans les pronos.
Le Brésilien s'est donc fait arrêter au deuxième round. On en est donc à 2 pronos ratés sur 3. On enchaîne sur le main event pour renouer avec la victoire. Je vous avais conseillé Gelton Almeida contre Derek Lewis. Je pensais que ce serait trop compliqué le sol pour Derek Lewis et qu'il y aurait sûrement un finish assez rapide. Que dalle, ça a duré 5 rounds et ça commençait même à devenir un petit peu chiant par moment. Juste le troisième round qui a été un peu intéressant, Lewis a retourné un petit peu la situation, a fait un petit peu de grand end pound avant de se refaire retourner à nouveau et de subir une position montée. Alors Lewis a bien résisté aux soumissions de Gelton, Almeida, mais c'était bizarre quand même qu'Almeida réussisse pas à le finir. Il y a même apparemment une enquête sur le fait qu'il y aurait peut-être une tricherie par rapport à la cote des paris qui était énorme pour donner la décision sur Almeida. Ça, il y aura une enquête, on verra la suite plus tard, mais en tout cas pour l'instant, le Brésilien l'a emporté par décision. Et il a défié Cyril Gane à la fin du combat en plus. Je suis pas sûr qu'il l'obtienne d'ailleurs parce qu'après la prestation qu'il vient de faire, l'UFC ils seront sûrement pas fans du résultat et à mon avis ils risquent de lui reposer à nouveau, l'adversaire qu'il était censé affronter en la personne de Curtis Blade. Et on verra ce qui va se passer pour l'instant, mais en tout cas victoire du Brésilien. On en est à 2 sur 4 pour les pronos, du coup 50-50 c'est mitigé. Pour le Abumagomedov, je savais que c'était risqué. Par contre, bon film c'était risqué aussi, bien sûr, mais je veux dire, je le voyais plus l'emporter. Sa cote était basse. Je crois qu'elle était même pas à 1,30 contre une cote à plus de 4 pour Nicolas Dalby. Donc au final, la grosse cote à tenter, c'était la sienne et pas celle du Russe Abumagomedov. Donc on en est à 2 sur 4, mitigé. On va essayer de faire mieux avec l'UFC 295. On enchaîne sur l'analyse des pronostics, du coup c'est parti. On retrouve du coup 5 combats sur la carte principale de l'UFC 295, en espérant qu'il n'y ait pas de changement d'ici là, comme d'habitude. On retrouve un premier combat dans la catégorie Featherweight, l'américain Pat Sabatini contre le brésilien Diego Lopez. Alors, un combat assez intéressant. Pat Sabatini, l'américain qui vient de ceinture noire de jiu-jitsu brésilien avec la famille Gracie. Très très chaud au sol. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au deuxième round contre Lucas Almeida. C'était cette année, en juin 2023. Juste avant ça, si on remonte en septembre 2022, il a eu sa seule défaite à l'UFC, l'américain, par KO technique contre Damon Jackson en 1 minute où il s'est fait terminer très rapidement. Et si on remonte ces 2 combats d'avant, en 2022 et 2021, il était sur 2 victoires par décision. Alors pour l'instant, il n'a pas encore vraiment rencontré de gros noms de la catégorie, et que ce soit lui ou Diego Lopez, ça va être quand même un gros combat pour les deux. Le Brésilien, lui, il a que 2 combats à l'UFC. Il avait un premier combat, même s'il est déjà à 22-6, il a un plus gros palmarès que l'américain. Il a commencé premier combat à l'UFC, c'était en short notice où il a remplacé un combat pour affronter Movsar Evloev, combattant très très chaud qui est invaincu. Et le Brésilien, il a vraiment fait parler de lui sur ce combat parce qu'il s'est montré vraiment très très chaud, que ce soit dans les tentatives de soumission ou le cardio. Il a vraiment été là tout le combat, très impressionnant, même s'il s'est incliné par décision. Ensuite, on l'a retrouvé contre Gavin Tucker et il a gagné par soumission assez rapidement. Donc le Brésilien, il a pour l'instant peu d'expérience à l'UFC, mais il a l'air vraiment d'être très à l'aise dans la cage. Face à lui, l'Américain, qui est très chaud au sol aussi. Ça pourrait se passer au sol assez rapidement. Je vois bien Diego Lopez essayer peut-être d'amener directement le combat au sol. Pas de Sabatini résister, ça va quand même être chaud, mais j'ai envie de tenter le Brésilien. J'ai envie de tenter Diego Lopez. On retrouve pour les cotes, pour l'américain Pat Sabatini, une cote à 1,70 contre une cote à 2 pour le brésilien. La cote du brésilien elle est intéressante en plus, elle est intéressante quand même. Et il a moins d'expérience que l'américain à l'UFC, comme je vous l'ai dit juste avant, parce qu'il a que 2 combats, mais vraiment je l'avais senti moi très à l'aise, ne serait-ce que même dans son tout premier combat contre Movsar Evloev, même s'il s'était incliné par décision. Et il apporte la guerre comme Diego Lopez, il vient avec un sacré rythme. Ça pourrait se terminer et ne pas aller à la décision ce combat, donc je vous conseille le brésilien. Sa cote est intéressante, donc ça vaut le coup de la tenter, une cote à 2, elle est pas mal. En plus dans le combiné, ça va faire grimper la cote totale, donc c'est pas mal. Donc je vous conseille Diego Lopez les amis. On enchaîne sur le deuxième combat, c'est parti. On retrouve en deuxième combat un combat dans la catégorie lightweight, un combat qui devrait nous intéresser les Français puisqu'on retrouve Benoît Saint-Denis contre l'américain Matt Frevola.
Un combat, je pense, ça va être une grosse guerre dès le début. Parce que le français Benoît, si vous connaissez, il apporte la guerre immédiatement, hein, que ce soit debout avec ses kicks ou aller chercher le sol et vous punir en grande hand. Face à lui, l'américain Matt Frevola, il a 33 ans et il est sur 3 victoires d'affilée par KO ou KO technique entre 2022 et 2023. En dernier combat, il a battu Drew Dober par KO technique au premier round. Juste avant ça, il avait battu Othman Aizetar par KO au premier round également. Donc ces 3 derniers combats se sont passés au premier round. Donc vous voyez, avec l'américain, c'est la guerre dès le début. Pour voir ces 2 défaites à l'UFC qu'il a eues, il a perdu contre Armand Tsarukyan en 2021 par décision. Et ensuite, une deuxième défaite d'affilée en 2021 à l'UFC 263. Il avait pris un KO en 7 secondes contre Terence McKinney, l'américain. Depuis ça, donc, il a renoué avec la victoire, hein, les 3 victoires par KO et TKO dont je vous ai parlé juste avant. Donc il apporte la guerre, hein, que ce soit dans la défaite ou la victoire. L'américain, c'est quand même un sacré guerrier à qui va avoir affaire le français Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, lui, sa seule défaite à l'UFC, c'était dans la catégorie welterweight contre Zaleski dos Santos. Hein, il était un peu petit, hein, pour cette catégorie, le français, c'est plutôt un lightweight. Depuis, il a enchaîné 4 victoires en 2022 et 2023 contre Gabriel Miranda par KO technique. C'était à l'UFC Paris en 2022. Ensuite, il a battu Ismaël Bonfim au premier round, soumission. Et l'UFC Paris à nouveau en 2023, cette année en septembre, il a battu Thiago Moises par KO technique. Donc il enchaîne Benoît Saint-Denis, hein, juste après le mois de septembre, là ça fait pas longtemps, il recombat tout de suite. Contre un adversaire solide, hein, l'américain, je pense que ça va être très très chaud. Benoît Saint-Denis, il a envie de prouver, il l'a dit, hein, à l'interview de son dernier fight, il n'y a personne qui fait 3x5 avec moi. Il va sûrement avoir envie de le prouver et ça va être la guerre, je pense, assez rapidement dans le combat. Pour les cotes, on retrouve l'américain une cote à 2,58. Le français, il est favori avec une cote à 1,45. Donc je vous conseille Benoît Saint-Denis, les amis. Ça va être la guerre et ça risque de partir dans tous les sens dès le début. On pourra très bien voir le français se faire piquer. On a vu quand il faisait la guerre, même contre Thiago Moises, il prenait des coups. Donc il a pris quelques coups au visage. J'espère qu'il aura fait attention à ça et qu'il va écouter son coach quand il lui dit de se calmer et de moins faire la guerre dans les moments où il faut faire plus attention. Non, je vous conseille quand même le français, hein, sa cote à 1,45, elle est pas mal. La cote à 2,58 de l'américain, elle est tentante aussi, mais non, je ne parierai pas contre Benoît Saint-Denis, en tout cas, ça c'est. Je vous conseille le français, les amis. Donc on enchaîne sur le 3e combat. On retrouve en 3e combat un combat féminin dans la catégorie strawweight. La brésilienne Jessica Andrade contre l'américaine Mackenzie Dern. Alors, la brésilienne, compliquée pour elle cette année. Elle est sur 3 défaites d'affilée. Après, il faut savoir qu'elle a déjà combattu 4 fois en 2023, Jessica Andrade. Son premier combat, c'était au mois de janvier, sa dernière victoire contre Lauren Murphy. Ensuite, elle a enchaîné immédiatement au mois de février contre la jeune Erin Blanchfield et elle s'est fait soumettre au 2e round. Elle n'a pas réussi à résister aux assauts au sol de son adversaire. Elle a enchaîné au mois de mai avec un combat contre Yan Xiaonan et elle s'est fait surprendre avec un KO au premier round. Et ensuite, au mois d'août 2023, contre Tatiana Suarez, je vais y arriver, et elle s'est fait soumettre au 2e round également. Donc les adversaires qui font du sol pour la brésilienne, c'est pas trop son fort, hein. Je pense qu'elle préférait que le combat se passe debout. Elle va essayer de mettre KO l'américaine. Face à elle, Mackenzie, elle a 30 ans, l'américaine, et c'est très dangereuse au sol. Elle a participé à énormément de compétitions mondiales de Jiu-Jitsu aux ADCC. Et elle a enchaîné les médailles d'or. C'était en 2014-2015. Elle a vraiment enchaîné beaucoup de médailles d'or cette année-là. Dans son parcours MMA, elle est sur une victoire à l'UFC dans son dernier combat, en mai 2023 contre Angela Hill par décision. Avant ça, elle avait perdu par décision majoritaire contre Yan Xiaonan. C'était donc très serré. Et si on remonte en 2022 aussi, elle avait une décision split decision contre Tessia Torres. Et on remonte au 4e combat en arrière, Marina Rodriguez, elle avait affronté en octobre 2021, elle avait perdu par décision. Donc ces 4 derniers combats, c'est 2 défaites, 2 victoires. Mais elle est dangereuse au sol. Je pense que ça va être compliqué pour la brésilienne. La brésilienne, elle a quand même enchaîné 5 combats cette année. L'américaine, elle en a fait un seul en mai 2023 et c'était une victoire.
Donc ça me paraît quand même compliqué pour Jessica Andrade. Elle a vraiment pas le vent en poupe sur l'année 2023. Ces 3 défaites d'affilée lui ont fait mal. Et je suis pas sûr qu'elle ait bien fait de renchaîner comme ça immédiatement. Elle aurait peut-être dû prendre une pause et revenir en 2024 tranquillement. Et à mon avis, ça risque d'être compliqué si ça va au sol. Je pense que Mackenzie Dern, elle serait capable de trouver le finish. Peut-être une soumission au deuxième round. Ou sinon une décision après que Jessica Andrade allait passer sûrement une bonne partie des rounds 2 et 3 sur le dos. Donc je vous conseille l'américaine. Pour les cotes, on retrouve une cote à 2,53 pour la brésilienne, Jessica Andrade, et une cote à 1,46 pour Mackenzie Dern, donc qui est favorite dans ce combat. Je vous conseille donc la cote à 1,46 de l'américaine, même si elle est favorite, sa cote n'est pas trop basse, c'est pas mal. Dans le combiné, ça va bien faire grimper tout ça. Je vois vraiment pas la brésilienne gagner, vraiment ça me paraît compliqué. Ça a été une année 2023 vraiment chargée pour elle et je pense qu'elle aurait mieux fait de prendre son temps comme je le disais juste avant. Donc vraiment, je vous conseille l'américaine les amis. On enchaîne sur le co-main event, c'est parti. On retrouve un combat poids lourd pour la ceinture par intérim puisque John Jones s'est blessé pour son combat contre Stipe Miocic et repoussé. On retrouve donc le russe Sergei Pavlovich contre l'anglais Tom Aspinall. Ce combat me hype énormément, j'ai vraiment envie de savoir qui va être le prochain champion par intérim. C'est passé sous nez de Cyril Gane, hein, vu qu'il a refusé le call-out de Tom Aspinall, et puis l'UFC, je pense que de toute façon, ils avaient envie de donner la chance à des nouveaux prospects, et Cyril Gane, il va devoir patienter un petit peu pour le moment. Du coup, Sergei Pavlovich, le russe, il a 31 ans, il est dans son prime. Une seule défaite à l'UFC pour son premier combat, sinon avant ça il était champion d'une organisation en Russie, les Fight Night Global. Son dernier combat avant d'intégrer l'UFC pour sa défense de titre, c'était quand même contre un jeune espoir russe, Kirill Sidalnikov, jeune espoir russe des années 2010, donc il doit plus être tout jeune aujourd'hui. Premier combat à l'UFC, on lui met ni plus ni moins Alistair Overeem qui était encore plutôt bien à ce moment-là, Overeem. Et il s'est pris un balayage plus un finish au sol en grand endpoint. Le russe, ça avait vraiment été compliqué pour lui ce premier combat à l'UFC. Ensuite, il a enchaîné du coup 4 victoires par KO technique, tout au premier round, hein, bien évidemment. Une en 2022 contre Shamil Abdurakhimov et contre Derek Lewis. Contre Derek Lewis, c'était un peu le combat des punchers et ça a duré 55 secondes. Rendez-vous compte. Ensuite, on lui a opposé Tai Tuivasa, un autre gros puncher, toujours en 2022, c'était en décembre. Une seconde de moins que Derek Lewis, 54 secondes lui ont suffi à terminer le combat. Ça a été Performance of the Night. Et son dernier combat en date au Russe, c'est contre Curtis Blade. En avril 2023, ils lui ont opposé un lutteur. Curtis Blade, vu que dans la première minute sur les échanges, il s'est senti plutôt à l'aise. Il a continué le combat debout, ça a été une erreur, il s'est fait toucher par le russe. Il a tenté un takedown de l'américain, c'était déjà trop tard. Il était déjà un petit peu sonné, et le russe l'a terminé, donc du coup au premier round en 3 minutes en faisant une performance of the night. Donc très chaud Sergei Pavlovich, hein, il est quand même sur une série 6 victoires d'affilée, toutes par KO ou KO technique au premier round, la plupart en moins d'une minute. Donc vraiment c'est une machine de guerre avec la foudre dans les poings, un sacré coup d'œil. Ce combat va être compliqué pour l'anglais, Thomas Spinal. Thomas Spinal, attention, il est pas dégueulasse debout aussi, là, il a du punch, il se débrouille bien debout, il bouge bien, un peu à la Cyril Gane, hein, il se déplace un peu comme un welterweight alors que c'est un poids lourd, il sautille et il bouge bien, il a un bon coup d'œil aussi, bonne vista. Il a 30 ans, il est jeune aussi. De ce que j'ai pu voir, ou en tout cas à l'époque entendre sur lui les histoires, Thomas Spinal, il a grandi dans les arts martiaux tout jeune. Il a baigné dedans. Il est arrivé à l'UFC avec 2 défaites au palmarès, mais il a vraiment qu'une seule défaite en début de carrière en 2015, où il avait pris une soumission. Sinon, sa deuxième défaite, c'est une disqualification pour un coup illégal. Ensuite, il est arrivé à l'UFC, premier combat contre Jacques Collier, qu'il a terminé en 2020 en 45 secondes par KO technique. Ensuite, le français Alan Bodo, qui en a fait les frais, 1 minute 35 par KO technique. Là, ils lui ont posé un vétéran en 2021, André Arlovski. Soumission au deuxième round, c'est le seul qui a tenu 2 rounds, ça a été encore une performance of the night. Ensuite, Sergei Spivak, l'ancien adversaire de Cyril Gane. Il a tenu 2 minutes 30, il s'est pris un KO technique. Donc vous voyez, l'anglais est très très chaud aussi, hein. Il a un peu comme le russe, hein, et c'est que des performances of the night ces combats. Là, ils lui ont posé un adversaire un peu plus sérieux, Alexander Volkov, qui a été un peu l'ombre de lui-même dans ce combat, je trouve quand même, contre l'anglais. C'était à Londres en 2022
Et Thomas Spinal l'a soumis au premier round, hein. C'est pareil, ça a été encore une performance of the night. Alors après, est-ce que c'était Thomas Spinal qui était si bon que Volkov il a paru mauvais? C'était compliqué en tout cas. Volkov, moi j'ai pas vraiment eu l'impression de le reconnaître, il avait pas l'air super combatif et ça s'est terminé très rapidement. Ensuite, ils ont opposé l'américain Curtis Blade en 2022 à l'anglais. Il y a eu la blessure au genou, défaite en 15 secondes de combat. C'est pas vraiment une défaite pour moi, on n'a pas vu de combat. Je peux pas dire Curtis Blade l'a dominé et battu, et ça a duré 15 secondes et l'anglais s'est blessé vraiment dans les premiers échanges. Il a donc été un petit peu absent pendant un an, hein. Il est revenu en juillet 2023 avec une victoire contre le pauvre Marcin Tybura qui s'est pris un KO technique en 1 minute 13, très rapide également. Donc l'anglais, vous voyez, hein, il perd pas de temps non plus, il est expéditif comme le russe. C'est quand même un combat qui va être très compliqué. Les échanges debout, ça pourrait partir très vite, hein. Ça pourrait partir très très vite. L'anglais, il est intelligent. Il est intelligent, Thomas Spinal, il sait que c'est chaud que Sergei Pavlovich, ce qu'il fait à ses adversaires. Moi, je pense que Thomas Spinal, il a un avantage au sol quand même. Un avantage en lutte et en grappling. On n'a pas vu grand-chose de Sergei Pavlovich, à part justement sur sa défaite contre Overeem. Qu'est-ce qui se passe si l'orage passe au bout de 2 minutes, 2-3 minutes, et que Thomas Spinal réussit à saisir Pavlovich et à le balancer au sol, à le foutre sur le dos? Qu'est-ce qui va se passer si l'anglais se retrouve sur le russe ça pourrait prendre vraiment une direction différente, et même si beaucoup des pronostiqueurs voient une victoire de Pavlovich par KO, pour les cotes, l'anglais, excusez-moi, Thomas Spinal, il est 1,84 pour 1,86 contre Pavlovich, donc c'est super serré, hein, ça joue à pas grand-chose, mais il est quand même donné favori l'anglais. Ce qui est assez impressionnant, je pensais que le russe allait être favori, mais au final c'est Thomas Spinal, à peu de choses. Il est vraiment compliqué ce pronostic, hein, les amis, je vous cache pas, c'est vraiment pas un pari sûr. Je conseille de faire attention là-dessus, ça sert à rien de mettre un gros billet, juste le mettre dans le combiné, mais vraiment très compliqué, hein. Ça pourrait partir d'un côté comme de l'autre, hein. Les deux, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux dans la catégorie poids lourd aujourd'hui avec Cyril Gane et Jelton Almeida. C'est vraiment le top 5, le top 5 sérieux de cette catégorie, parce que dès qu'on en sort, on retrouve des combattants beaucoup plus moyens avec un niveau beaucoup plus faible. Donc c'est compliqué, hein, vraiment à choisir, c'est compliqué. Je pense que je vais choisir l'anglais pour son avantage au sol. Je pense qu'il a plus d'armes, plus de clés pour le combat au sol. Quand j'avais découvert Thomas Spinal, vraiment il m'avait impressionné à l'UFC avec ses contrôles au sol. C'est vrai que les punchs de Pavlovich sont vraiment impressionnants aussi, mais cet avantage au sol me donne vraiment envie de choisir Thomas Spinal. Mais c'est du 50-50, hein, c'est vraiment très très chaud. Donc je vous conseille l'anglais, mais attention les amis, prenez pas de risque avec ce combat-là. On enchaîne sur le main event. C'est parti les amis. On retrouve du coup en main event de cette UFC 295 pour un combat pour la ceinture light heavyweight, l'ancien champion Jiri Prochazka contre le brésilien et ancien champion middleweight Alex Pereira. Alors ça aussi c'est vraiment un gros banger, hein. Comme le co-main event, les deux combats me hype énormément. Le brésilien, le tchèque Jiri Prochazka, il n'a pas combattu depuis juin 2022, hein. Ça fait un moment, 1 an et demi, donc à cause de sa blessure. On ne sait pas vraiment dans quel état on va le retrouver, mais faut savoir qu'il n'a que 3 combats à l'UFC. Avant ça, il était champion du Rizin en 2019. Il a intégré l'UFC en 2020 avec un KO énorme contre Volkan Ozdemir à l'UFC 251, une performance of the night, et vraiment c'était un combat à voir, hein. De toute façon tous les combats de Jiri Prochazka sont à regarder, vraiment ils sont tous impressionnants. Deuxième combat 2021, on lui met l'ancien challenger à la ceinture de John Jones, Dominique Reyes, qui essayait de renouer à la victoire après cette ceinture perdue contre Jan Blachowicz, et au final le pauvre Dominique Reyes il s'est fait mettre KO dans un combat. Ça a été une guerre contre Jiri Prochazka, c'est sûrement sa plus grosse guerre. Autant pour moi, il y a aussi celle avec Glover Teixeira. Donc ensuite on lui donne un combat pour le titre après les 2 combats et les 2 guerres qu'il avait proposées. Il a affronté l'ancien champion Glover Teixeira donc en juin 2022. Ça a été une guerre en 5 rounds, impressionnant. Glover Teixeira, il a eu des takedowns, c'est allé au sol, il y a eu des échanges debout, il y a eu du grappling, il y a eu contre la cage, des genoux, des kicks, il y a tout eu.
Le vétéran Glover Teixeira, ça commençait à devenir compliqué pour lui. Il était très marqué au visage. Et au 5e round, il a touché Jiri Prochazka au visage. Il aurait pu le finir, je pense, parce qu'il a vraiment sonné contre la cage. Et au final, il a tenté une soumission. Je pense que ça avait été une erreur parce que Jiri Prochazka, il est sorti de ça. Et puis c'est lui qui l'a soumis derrière à 30 secondes de la fin du dernier round. Donc il était devenu champion. Depuis, il s'était blessé. La ceinture avait été remise en jeu à nouveau entre Glover Teixeira et l'américain Jamal Hill. Jamal Hill est devenu le nouveau champion. Il s'est blessé également au tendon d'Achille et il a fait comme Jiri Prochazka, très classe les deux. Ils ont laissé le titre vacant. Donc du coup cette ceinture était restée vacante et on va avoir un nouveau champion du coup entre Jiri Prochazka et Alex Pereira. Parce qu'il y avait eu un combat entre Jan Blachowicz et c'était Jan Blachowicz, excusez-moi, il y avait eu un match nul qui avait vraiment énervé Dana White. C'était quand déjà? Je crois que c'était cette année en 2023 en plus, avant que justement ils remettent le titre en jeu. C'était contre Magomed Ankalaev, voilà, son nom revient. Il y avait eu un match nul, c'était en décembre 2022. Donc du coup, cette ceinture pour l'instant, on n'a pas vraiment retrouvé vraiment de champion qui va la garder autour de sa taille. Face à donc Jiri Prochazka, on retrouve Alex Pereira, le Brésilien qui était l'ancien champion middleweight, qui a fait une arrivée à l'UFC vraiment. Il était donc double champion du Glory et puis il y a eu cette histoire avec Israel Adesanya. Donc il a pu monter assez rapidement dans les échelons. Il a mis KO Sean Strickland en 2022, on se souvient, premier round en 2 minutes 36, Performance of the Night. Après il a pris donc la ceinture à Israël, il l'a reperdu en 2023. Et il a fait donc dans son dernier combat à l'UFC une victoire par décision, split decision contre Jan Blachowicz pour son premier combat dans la catégorie light heavyweight, où il s'est fait dominer au sol avec Blachowicz sur le dos tout le premier round, mais il a réussi à trouver la solution, on va dire au deuxième et troisième, en étant plus précis sur les échanges debout, donc il l'a emporté par décision. Vraiment, les deux, c'est des cogneurs. Hein. Si Jiri il apporte la guerre, comme il le fait à chaque fois, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour le Tchèque parce que vraiment Pereira il est vraiment puissant debout puis dangereux avec son crochet meurtrier. Les cotes, on retrouve pour le Tchèque une cote à 2,12. Le favori c'est donc Alex Pereira avec une cote 1,64. Vraiment compliqué hein, ce combat là, comme le co-main event, je vous conseille de ne pas prendre de risques non plus, mais je vous conseille le Brésilien. Je vous conseille Alex Pereira, mais vraiment c'est risqué, hein. C'est vraiment pour le combiné, ne prenez pas de risque non plus avec ce combat là parce que la cote du Brésilien elle est pas mal dans le combiné, mais ça pourrait partir dans tous les sens. Hein. Est-ce que Alex Pereira va être capable d'encaisser les coups de Jiri Prochazka qui partent de tous les sens et qui peuvent vraiment... Jiri Prochazka il est vraiment unique comme combattant et je me dis, vu qu'il est ouvert quand il attaque, si jamais il est touché par le Brésilien... Quand on a vu comment il s'était fait sonner par Glover Teixeira, s'il prend les mêmes coups d'Alex Pereira, ça pourrait mal se finir pour lui. On n'a jamais vu le Tchèque perdre à l'UFC, hein. Pour l'instant il a que 3 combats et 3 victoires, donc c'est compliqué hein, d'aller miser contre lui, mais je vois plutôt une victoire du Brésilien, ça me paraît quand même moins risqué. Ça me paraît moins risqué les amis. Voilà, on en a terminé du coup avec les pronostics de cette UFC 295. J'espère que ces pronostics vont être bons les amis. Donc on retrouvera l'UFC 295, c'est le samedi 11 novembre. On se retrouve pour une vidéo du coup la semaine prochaine pour l'UFC Fight Night 232, Allen versus Paul Craig. N'hésitez pas à vous abonner les amis, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez les liens dans la description de la chaîne. Je partage les tickets gagnants en général, ce soit je les balance sur Twitter ou sur Instagram. Et sur TikTok également. Il me reste plus qu'à vous dire attention avec les paris les amis, c'est risqué. Soyez toujours prudents quand vous jouez tranquillement, de façon ludique. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, vous retrouvez le numéro affiché juste en dessous à l'écran, n'hésitez pas à appeler pour vous faire aider. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.